Allez, bonsoir à tous. Comme prévu, vidéo enregistrée en dehors du stream, en dehors de Twitch, puisque malheureusement, comme je vous l'avais dit sur YouTube, ceux qui sont abonnés ont pu le voir, j'ai quelques soucis, non, quelques bonnes nouvelles familiales qui font que effectivement je manque un peu de temps et surtout je manque, on va dire, d'horaire et de créneaux adéquates pour pouvoir streamer, donc je vous enregistre ça. La vidéo sera postée directement sur YouTube. Voilà. Donc, le thème de ce soir, voyage en Ombrie. Alors, que recoupe ce drôle d'intitulé Voyager le cul sur une chaise, c'est assez conceptuel. Donc on est dans les sujets libres. Alors je me suis dit, puisque l'idée générale de cette chaîne de service public que j'anime, c'est un peu de servir de guide au sens le plus humble, et pourquoi pas d'assistance. Donc pourquoi ne pas aborder un peu le voyage en Italie? Ça pourra donner envie aux gens, et on peut aussi l'agrémenter de quelques photos. Ça a été la même chose et la même idée qui a présidé au choix de la tier list sur les Duomo. Mais j'ai choisi le thème il y a pas longtemps, bien après ce thème sur l'Ombrie. Du coup, bon voilà, on se recoupe sans se recouper, et puis il n'y a pas de raison que je me prive non plus et que je vous prive. Encore une fois, ça n'a pas de prétention à l'exhaustivité, c'est superficiel et tranquillement assumé sur cette superficialité. Je suis allé assez souvent en Italie dans ma vie, vous l'avez entendu déjà. Je suis, on peut le dire, un petit peu d'origine italienne lointaine. Ma femme est légalement binationale, hein, le droit italien étant ce qu'il est, un droit du sang. Alors ça ne me donne bien entendu aucune légitimité supérieure, mais ça me permet de dire que j'ai une petite connaissance des lieux et que voilà, je peux m'y débrouiller si on m'abducte et qu'on me largue à poil dans une rue de Rimini. Mais ça n'est pas le but premier que de faire le guide. Dans ce travail-là, c'est une incitation et je vous explique par la suite pourquoi. Sachant que cette présentation, quand je vois un petit peu les notes, j'ai pas eu le temps de regarder depuis un certain nombre de jours, cette présentation elle est finalement assez courte par rapport à tout ce que j'aurais pu dire sur le sujet. Alors d'abord, je vais vous parler d'y voyager en voiture, parce que l'Italie en général, bien entendu, on peut y aller en avion, on peut y aller en train, mais à moins de rester quelques jours dans une très grosse ville, il vaut mieux largement d'avoir une voiture sur place. En fait, notamment pour le train, ça tient simplement à la géographie du pays, qui est un couloir, on peut dire, donc vous n'avez pas forcément toutes les possibilités que vous voulez. Et pourquoi je dis ceci? Eh bien parce que c'est d'autant plus vrai pour l'Ombrie, où vous ne pourrez pas vous rendre en liaison directe. C'est aussi une expérience intéressante que la voiture en Italie. Je ne vais pas vous dire que c'est sur les aires d'autoroute qu'on voit l'Italie, mais entre les voies d'insertion qui font 5 mètres de long, ce qui est en toute insertion en bagnole suicidaire, entre les conducteurs, on va dire au respect du code de la route aléatoire, et pourtant moi-même je suis un bourrin en bagnole, entre les métiers qui n'existent plus, type pompiste, et surtout avec cette gigantesque spécialité italienne que sont les routes en travaux perpétuels, avec les camions de la DDO locale dont je ne connais pas le nom, qui sont vides et qui sont sans travailleurs à 10 km à la ronde, ça dit quelque chose de l'Italie. Surtout que c'est souvent au bord des plus grandes routes que l'on a un aperçu d'un phénomène souvent tu des admirateurs de ce pays, par ailleurs réellement magnifique. J'ai nommé le phénomène de l'Italie moche. Il ne faut pas sous-estimer l'existence d'une vraie Italie moche. En fait, tout ce qui sort du centro storico d'une ville italienne et de sa géographie au paysage superbe, c'est souvent l'Italie moche. C'est un mix, si vous voulez, entre le Nose dans le Nord-Pas-de-Calais, les poubelles de Marseille et le tas d'agglos en plein milieu du Péloponnèse. C'est un grand écart socio-territorial auquel on assiste à travers son pare-brise. On en est à peu près là. J'exagère un peu et on me dirait que c'est pareil partout, mais je dis ça aussi pour dessiller le néophyte et le non-connaisseur. Voilà, donc c'est le caractère un peu général de l'intérêt du road trip en voiture en Italie, qui reste bien entendu une terre bénie des dieux par ailleurs, mais
la voiture est aussi utile pour effectivement parcourir en long et en large un pays. Mais partons pour l'Ombrie. Alors pourquoi l'Ombrie? Eh bien parce que c'est un coin moins connu, qui échappe un peu à la malédiction italienne du surtourisme, donc moins connu, et comme j'y suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien ça permet de joindre quelques images personnelles qui sont un peu la vision qu'on a à ras du sol et qui sort de l'image bucolique prise en drone pour faire cliquer sur un site à la con avec des trucs à vendre. Donc j'ai découpé cette présentation en une histoire un petit peu générale. Ensuite, quelques villes à voir avec, pareil, une ou deux lignes de leur histoire, hein, pas grand chose. Et puis ensuite, le côté praticité du tourisme, on va dire ça comme ça. Ça devrait nous occuper déjà un petit peu, même s'il y aura fatalement des redites avec les Duomo, mais comme tout le monde ne regarde pas forcément les mêmes vidéos, peut-être que ce sera aussi un complément. Alors l'Ombrie, c'est le nombril de l'Italie, mais c'est aussi, comme toute région qui porte un nom de peuple, comme la Toscane ou autre, eh bien c'est aussi délimiter ce qui est pertinent entre l'origine du nom et ce que la région représente aujourd'hui, les deux étant liés par la sémantique, mais ne se répondent pas en tout, voire ne se répondent pas du tout, si ce n'est une vague délimitation géographique. Commençons donc par quelques mots d'histoire sur cette région, et plutôt sur la région au sens large, au sens du peuple. Les Ombriens, eh bien, c'est un peuple italique de langue indo-européenne, rattaché au groupe osco-ombrien que vous voyez sur la carte. Leur langue, elle nous est d'ailleurs connue depuis des découvertes au XVe dont on va reparler. Il est délicat de savoir d'où ils viennent parce que bien le terme ombrien nous est transmis par le latin et il pourrait être dérivé d'un terme finalement pré-indo-européen et qui ferait référence à une couche de population plus ancienne devançant bien finalement l'arrivée des locuteurs de l'osco-ombrien. Il est certain que l'Italie, vous le savez, on le sait tous, elle était peuplée avant l'arrivée de ces peuples. Et par assimilation, eh bien, les Ombriens ont fini par être considérés par les historiens romains notamment comme le peuple antédiluvien et le plus ancien d'Italie, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas pour le substrat dont il tire sa langue. À la limite, peu importe. Les Ombriens, ils émergent vraiment avec ce qu'on appelle la culture de Terni, comme d'ailleurs la plupart des peuples italiques à cette époque, et ils connaissent, on va dire, leur heure de gloire, même si le terme est, on va dire, relatif. Ils connaissent cette heure de gloire du 11e au 4e avant Jésus-Christ, avec un territoire étendu que vous voyez, la fondation de nombreuses cités, et sans aucun doute des conflits qu'on ne connaît pas avec les peuples voisins, notamment étrusques, qui dominent une partie du territoire et qui feront la conquête du peuple ombrien du 8e au 6e, rattaché aussi aux Sabins et aux Picènes que vous voyez juste à côté, qui étaient d'ailleurs, semble-t-il, des Ombriens éloignés par ce qu'on appelle le Ver Sacrum, qui est comment dirait-on ça, un rituel de migration coloniale très intéressant. Et donc, ces Ombriens, ils occupent la zone cruciale des Apennins et du Haut-Tibre. Donc ils sont en contact avec la République romaine dès 310 avant Jésus-Christ. Ils sont vaincus lors de la première guerre romano-étrusque, puis lors de la grande bataille de Sentinum en 295 avant Jésus-Christ. Et petit à petit, les Ombriens sont assimilés par les Romains, assimilation sans doute achevée dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs héritages modestes aujourd'hui donc, une langue morte, connue par ce qu'on appelle les tablettes gubines, qui ont été trouvées en 1444, toujours exposées à Gubbio, je vous les montrerai, le nom d'une région, donc l'Ombrie, et les nombreuses villes qu'ils ont fondées et qui existent toujours aujourd'hui. Malgré cela, l'histoire d'un peuple, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire d'une région, on en sait quelque chose, région qui est d'ailleurs plus réduite que ne l'était la zone du peuplement ombrien. Donc, continuons l'histoire de cette région primordiale, carrefour est-ouest et nord-sud de l'Italie, cette fois en tant que région d'aujourd'hui, donc nom de peuple, donc une vision vraiment centrée sur un territoire administratif et territorial tel qu'il est aujourd'hui.
Alors je passe sur la domination étrusque, qui est sans doute aussi importante que la domination ombrienne. Pérouse, que vous voyez donc sur la carte, c'est une ville de ce qu'on appelle la dodécapole étrusque, ou la Ligue étrusque. Alors à ce moment de ma vie, là tout de suite, je ne connais pas assez le monde étrusque pour être pertinent dans mon propos, mais je pense que un jour il serait intéressant de s'y consacrer un petit peu en profondeur, on verra. Donc passons l'époque romaine, qui est l'époque connue, puis les guerres gothiques dont j'avais parlé dans une foire aux livres, où l'Ombrie, le territoire ombrien, est largement dévasté, comme les autres régions d'Italie d'ailleurs. Elle est le lieu, l'Ombrie, de certaines batailles parmi les plus importantes, lieu de passage des Apennins oblige. Une partie va intégrer l'exarcat de Ravenne, puis on arrive ensuite à ce que sera le duché lombard de Spolète, puisque les Lombards ont déferlé sur l'Italie dès la fin du VIe, duché de Spolète qui survivra assez longtemps avant son intégration par les États du pape au début du XIIIe, alors que le reste de la région faisait déjà partie des États pontificaux depuis un certain temps. Par ailleurs, l'Ombrie elle n'échappe pas au contexte global du Moyen-Âge italien, c'est-à-dire des communes italiennes prises assez longtemps entre le marteau papal et l'enclume impériale, et où chaque commune s'inscrit dans ce qu'on appelle le parti guelfe ou le parti gibelin, là aussi un sujet intéressant qui mériterait un développement, donnant des conflits séculaires et inexpiables, desquels vont émerger les grandes villes du Quattrocento et les villes définitivement ruinées à la gloire fanée et à la survie de servants. Je vous mets la carte de l'Italie en 1350. Ce que l'on célèbre de l'Italie d'aujourd'hui, et aussi ce que l'on en oublie, doit beaucoup à cette époque, beaucoup plus que ce que l'on pense communément. Et l'Ombrie, elle est ce monde de transition entre le royaume au sud, en tout cas dans sa forme d'organisation du pouvoir, et la cité-État au nord, sous domination papale, domination qui ne change pas le contexte, qui est profondément celui de la commune. Encore une fois, la carte, c'est un dessin en couleur, ce n'est pas forcément la réalité du territoire et du pouvoir. Jusqu'au 15e et 16e, où en effet va se constituer un état plus formel et un contrôle plus affirmé par le Saint-Père. Mais jusque-là, malgré la domination nominale, l'histoire reste avant tout communale. Elle devient l'Ombrie un département français, sous Napoléon. Elle retourne par la suite au giron papal jusqu'en 1860, où l'Ombrie intègre le royaume d'Italie et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà pour cette histoire territoriale vite conduite. Venons-en maintenant à la géographie. Donc vous voyez ce qu'est l'Ombrie aujourd'hui. Alors sa géographie, elle est intéressante entre la région des Marches à l'est, la Toscane au nord-ouest et le Latium, on va dire au sud, sud-sud-ouest. Elle est, cette région, largement traversée par les Apennins, elle est aussi traversée par le Tibre, qui prend sa source à la frontière avec la Toscane, et c'est la première chose qui frappe quand vous êtes en Ombrie, c'est cet environnement montagneux. Alors de collines et de moyennes montagnes majoritairement, mais ça monte largement au-dessus des 2000 mètres. C'est mis... Je pense que c'est une photo de vacances, mais vous avez... alors on voit peut-être pas très bien, mais vous avez quand même cet environnement en arrière-plan assez tourmenté. C'est un environnement par ailleurs assez naturel, avec des disparités territoriales importantes en termes d'urbanisme. Vous avez un axe Pérouse-Spolète qui est assez urbain, assez roulant, qui concentre d'ailleurs un bon tiers de la population. Et vous avez ensuite énormément de zones beaucoup plus isolées, qui sont aussi assez courues par le tourisme autochtone. C'est le côté, disons, vert et nature de l'Ombrie. Ça se voit, ces caractéristiques-là, à la densité de population, qui est aux alentours de 200 habitants par kilomètre carré en Italie, alors que c'est quasi moitié moindre en Ombrie. Alors ça n'est pas un monde rural, en tout cas pas totalement rural, mais c'est un monde de disparité. D'un point de vue administratif, alors je vous mets une carte peut-être un petit peu plus parlante, d'un point de vue administratif, l'Ombrie, elle est divisée en deux provinces, alors selon un axe, on va dire est-ouest, mais qui est orienté vers le sud, entre la ville principale qui est Pérouse au nord et la seconde ville principale de Terni au sud.
Et enfin, pour dresser un panorama, on va dire, concis, mais qu'on essaye de faire précis, il faut aussi savoir que l'Italie centrale, c'est une terre de lacs. Alors, beaucoup ont été asséchés dans l'histoire, que ce soit par les Romains ou au Moyen-Âge, parce que bien, les lacs c'est sympa, mais la malaria et les moustiques un petit peu moins, mais il en reste beaucoup. Le plus grand et le plus connu, vous le voyez sur la carte, c'est le lac Trasimène, qui est tout au nord-ouest de la région, qui est le lieu de la bataille bien connue du même nom. Voilà, donc en gros, si on a un triptyque à retenir sur la géographie, c'est montagne, lac, nature. Et on va venir sur les villes après. Donc cette géographie, une fois déterminée, on va dire, de façon brossée, de façon très rapide, eh bien vous avez la démographie, l'économie, la politique. Alors on connaît l'état de la démographie italienne, hein, si vous y voyagez avec des enfants, ce sont des rois hein, là-bas, puisqu'il n'y en a plus. Voilà. Je le dis en passant d'ailleurs, parfois je vois sur internet des gens dire que les Français sont mal vus partout en Europe ou que sais-je, moi j'ai jamais trop compris ça. De ce point de vue, vous pouvez aller n'importe où en Italie sans souci. Après, bon, parler italien est un petit plus, sachant que moi je le baragouine, hein. Ma femme le parle couramment, mais moi je me débrouille. Mais c'est un petit plus, ça n'est pas forcément nécessaire. Vous trouvez beaucoup de gens qui parlent français. Certains coins dans le sud, notamment de Lombrie, un peu plus isolés, peuvent être un peu plus rudes, mais moi je trouve qu'il n'y a vraiment que sur internet que nous ne sommes pas des peuples frères, mais ça déplaira sans doute à ceux qui vomissent cette identité européenne et ne la voient qu'au travers du prisme politique d'une espèce de comment dirais-je, d'état fédéral mal construit. Donc voilà, on l'a dit, densité de population parmi les 5 plus faibles de toute l'Italie, nombre d'habitants au global à l'avenant. On pourrait croire le contraire dès qu'il y a une ville avec un nom un petit peu connu, type Pérouse, que l'on suppose très peuplée, mais donc voilà, je me permets de le préciser, ça n'est pas très peuplé. Pour vous donner une idée, vous avez la densité de population, j'ai regardé, approximative de l'Indre-et-Loire ou du Loiret, quoi, voilà, en Ombrie. On a aussi une population, ça n'est pas une surprise, qui est en baisse depuis 10 ans, qui est vieillissante, c'est à l'image de l'Italie, de la France aussi, hein, quelque part. Elle est même au-dessus d'ailleurs en termes d'indice d'âge moyen, puisque c'est 48 ans contre 46,4 ans en Italie. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers non plus. Ils représentent 10 à 15% de la population, dont une grosse moitié sont des Européens, notamment des Roumains et des Albanais, qui sont les 2 plus grosses communautés étrangères en Italie. Voilà, comme dans tout le reste du pays. Mais bon, j'ai pas mal vadrouillé et je peux vous assurer que c'est la région dans laquelle bien j'ai le moins vu d'extra-européens. Et ça se confirme en chiffres puisque c'est un des rares endroits en Italie qui comptait plus d'étrangers il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Il y a une baisse de l'ordre de 20% à peu près. Ce qui est assez rare quand même dans bien tous les États, on va dire, de l'Europe occidentale. Du point de vue économique, et on trouve un peu les mêmes données que dans le reste de l'Italie, c'est-à-dire des disparités et des identités régionales très fortes. Très clairement, ici, on a 2 secteurs dynamiques. L'Ombrie, c'est un coin d'agriculture et de production locale réputée, que ce soit le vin ou bien notamment la truffe noire, qui représente à peu près la moitié de la production de tout le pays. Et ensuite, eh bien, on a un secteur du tourisme en plein essor. C'est pour ça que je vous conseille d'y aller maintenant, parce que ça n'est pas encore surchargé. Vous y avez notamment 10% des membres de l'association des plus beaux villages d'Italie, ce qui ne veut pas tout dire, mais qui veut dire quand même quelque chose. Et surtout le fait que le tourisme il soit aussi très autochtone, eh bien, devrait vous faire comprendre qu'il y a anguille sous roche, voilà. On ne refile pas souvent ces coins à champignons, donc s'il y a beaucoup de gens du pays qui s'y baladent, c'est pour une bonne raison. Alors je parle bien entendu de ce qu'il y a de particulier, vous y avez aussi un tissu industriel avec de l'acier, mais bon, c'est résiduel. Économiquement en tout cas. Alors politiquement, on a connu un petit revirement commun à un certain nombre d'États et de régions en Europe, puisque eh bien, l'Ombrie était dirigée en tant que région en 90 par les communistes, puis c'est le centre-gauche, et depuis 2019, eh bien, c'est la Ligue du Nord qui préside la région. Pendant longtemps, il faut le savoir, l'Ombrie a fait partie de ce qu'on appelait en Italie le quadrilatère rouge, avec notamment les régions des Marches, de la Toscane et de la Romagne. Ce cœur de l'Italie, c'était vraiment le bastion du Parti communiste italien. Et donc bon,
Cœur de l'Italie, cœur de l'Europe, bizarrement les mêmes causes produisent peu ou prou les mêmes effets, et on a eu ce même mouvement d'extrogir que l'on constate un petit peu en Europe, et voilà, plutôt que s'intéresser aux conséquences, ce serait sans doute plus productif de s'intéresser aux causes. Voilà donc pour le petit coup d'œil démographico-économique. Le but n'est pas de tout dire, mais de ressortir 2 ou 3 petits points, une connaissance parcellaire, et puis un petit voyage sympathique. Et donc, qui dit voyage sympathique, dit s'intéresser maintenant et partir à la découverte de quelques villes. Alors c'est pareil ici, c'est impossible de parler de tout de façon exhaustive. Pour faire un mélange un petit peu, j'ai choisi 5 villes, avec des identités et on va dire des positions géographiques très différentes. Comme ça, on a ce point de vue global. Alors bien entendu, je vais les aborder en quelques lignes parce que, bien même si on prend 2-3 minutes, on va le faire sur 5 fois, donc voilà, c'est un petit peu lourd à assimiler. Prenez ça comme voilà, l'antipasti maison, ce petit truc qui doit vous ouvrir un petit peu l'appétit. À tout seigneur, tout honneur, commençons par la ville principale, Pérouse. Alors la ville est à peu près au centre de la région, elle compte environ 160 000 habitants. Alors, comme la plupart des communes, histoire très riche, c'est une ville étrusque. On en voit encore des traces architecturales. C'est une ville romaine qui sera détruite pendant la guerre civile entre Antoine et Octave, qui devient une cité papale dès le IXe siècle, tout en continuant, je l'avais dit, à mener ses guerres communales. Elle hérite du Quattrocento comme de nombreuses autres villes, de maisons-tours fortifiées. La ville sera un champ de bataille entre les deux grandes familles que sont les Baglioni et les Oddi, mais bon, ça c'est sans intérêt. Et finalement, les papes y installent leur pouvoir définitif, qui sera symbolisé par ce qu'on appelle la Rocca Paolina, j'y reviendrai. Ce symbole de domination et presque d'humiliation qu'est bien la forteresse papale. Donc voilà pour l'histoire très rapidement. À ceux qui voudraient la visiter, il faut noter que Pérouse, comme toute l'Ombrie, d'ailleurs j'ai mis une photo de vacances, Pérouse, comme toute l'Ombrie, c'est vallonné et le centre est situé sur une acropole. Donc quand vous montez avec une poussette, vous êtes bien content. Alors qu'a-t-on à voir dans cette sympathique cité, siège d'une des plus anciennes universités du monde? Bon alors déjà, comme toujours en Italie, peu importe la dimension de la ville, vous faites quasiment, j'allais dire toujours, peut-être pas, mais en tout cas très souvent, le centro storico à pied. Celui-ci est malheureusement loin d'être le plus agréable, de même, j'ai mis la place centrale, de même que bien le Duomo et la piazza principale, donc la piazza du 4 novembre. Bien tout agréable que soient ces lieux, il faut le dire, ils n'ont rien d'exceptionnel. Je le dis parce que c'est le cœur de la cité, c'est beau, c'est plaisant, les palazzi sont très sympathiques, tout ce qu'on veut, mais c'est assez peu pratique pour se balader à cause d'une circulation un petit peu plus présente que dans d'autres villes. C'est joli, mais c'est sans grandeur, voilà, c'est très classique, on va dire ça. Vous retrouvez ça à de nombreux autres endroits en Italie. Après, il y a bien entendu beaucoup de choses à voir, la ville reste à taille humaine. Comptez quand même 2 jours si vous voulez faire les musées. Il y en a 2 principaux qui sont la Galerie nationale et le musée d'archéologie. Si je devais retenir un lieu, et même si, alors je vous l'ai mis en photo ici, la Rocca Paolina, c'est vraiment très spécial parce que c'est une ville souterraine, c'est gratuit, c'est vraiment très agréable de s'y balader à pied. C'est une ville souterraine parce que ce sont en fait les anciennes rues de la ville, de la vieille ville, qui sont devenues des galeries souterraines quand on a construit la forteresse par-dessus. Voilà. Eh bien, si je devais retenir un lieu, ce ne serait pas celui-là, ce serait un Duomo de notre tier list, l'église San Angelo, voilà, que j'ai mis dans la tier list, mais ça tient bien entendu à mes goûts historiques. Vous entrez dans une église du 6e siècle avec tout ce qu'ont de particulier ces édifices paléo-chrétiens qui ne sont pas forcément légion à être restés dans leur jus. Alors celui-ci, bien entendu, a connu aussi des transformations, ça n'est pas Ravenne non plus, ça n'est pas aussi préservé, mais il y a quand même ce quelque chose de particulier, ce poids historique, je trouve qu'on ressent, mais je pense que ça tient beaucoup à une sensibilité personnelle pour, on va dire, pour l'Empire finissant et la transition vers ce qu'on appellera l'Empire byzantin. Alors, passons maintenant à une ville voisine, passons à la ville d'Assise, le trajet entre les deux se faisant assez vite, puisque les communes sont voisines. Alors Assise, c'est Saint-François,
le fondateur de l'ordre des franciscains, enfin l'ordre des frères mineurs de leur vrai nom. Donc là, Assise, bah, c'est un saisissement dès le trajet, hein, vous le voyez, ça c'est ce que vous voyez peu ou prou en voiture. Je pense que c'est une des vues les plus impressionnantes qu'on puisse avoir. Assise, cette vue avec le Sacro Convento et la basilique, hein, ces espèces de piliers, c'est vraiment très particulier. En tout cas, moi ça m'a toujours paru de loin, ça se voit, c'est vraiment euh, unique. Je pense que c'est le mot. Alors, comme la plupart des cités assises, bah, c'est d'abord un foyer de peuplement ombrien, puis eh bien, un municipe romain. On peut encore y voir des vestiges. Je vous ai mis en photo le plus connu de ces vestiges, qui est l'église Santa Maria sopra Minerva, que vous voyez ici, qui est bien entendu, comme son nom l'indique, un ancien temple de Minerve. Alors on a des gens qui, je le précise, peuvent déplorer ce changement de destination divin. Il faut bien se dire que c'est en fait ce qui a permis sa préservation, comme beaucoup de temples. Ça a évité qu'on vienne le ruiner et s'en servir comme carrière, de la part notamment du peuple et des autorités laïques, très souvent. J'ai l'impression que beaucoup de gens l'oublient. Alors ça n'est pas spécialement à mettre au crédit de l'Église, ça n'en fait pas les bienfaiteurs de l'humanité, mais il vaut mieux un temple transformé en église et conservé plutôt qu'un temple ruiné par des événements naturels et, on va dire, la prédation de l'homme. Alors comme toutes les communes italiennes, Assise, on a un Moyen-Âge foisonnant, au moins jusqu'à la peste, hein, c'est vrai qu'elle va ravager l'Italie, et Assise, c'est bien sûr, je l'ai déjà dit dans les Duomo, la naissance en 1181 de Giovanni di Pietro Bernardone, Saint François d'Assise donc, qui colle d'ailleurs cette date de naissance avec l'apparition de la commune d'Assise et l'émergence d'un pouvoir bourgeois. Alors pour le reste, Guelph, Gibelin, Maison-Tour, enfin voilà, c'est le Moyen-Âge, et ensuite la conquête papale, conquête qui la met à l'abri des vicissitudes de l'histoire et qui va permettre d'en conserver l'aspect. Alors il n'y a pas à tergiverser, Assise, c'est la ville religieuse de l'Ombrie, alors j'ose pas dire de l'Italie si on exclut le Vatican, mais presque, en tout cas une des villes les plus symboliques du christianisme médiéval, donc d'une autre, et la raison pour laquelle la commune existe encore sur la carte touristique, bien entendu. On y va principalement pour ça, on n'y échappe pas, même si il doit y avoir plus de frères et sœurs dans la ville que de touristes. Ça reste assez peu touristique. Vous voyez de toute façon les photos qui sont prises, hein, c'est quand même assez tranquille. Je pense que ça c'est une photo de vacances, hein, personnelle. Alors, on y a certains des plus grands joyaux du XIIIe italien, c'est une ville encore une fois agréable à parcourir. On a donc ce que j'avais mis dans les Duomo, la basilique Saint-François, on en a parlé dans la tier list. Elle a été entamée dès la canonisation du saint en 1228. Elle se trouve, alors je ne l'avais pas forcément mis dans les photos des Duomo, mais sur cette grande esplanade, j'en avais parlé, assez majestueuse, qui a cette double construction, église basse, église haute, avec les restes du saint, un des pavements aussi du gothique italien balbutiant. Elle a cet aspect extérieur encore assez massif, alors que l'intérieur, bien j'avais dit, il est assez délirant de détails et de peintures de tous les géants des arts italiens de cette époque-là, notamment des peintres de fresques. Vous avez ici une autre vision de la basilique avec ce côté, vous voyez l'entrée on va dire l'église, j'allais dire presque souterraine, mais l'église inférieure et au-dessus effectivement supérieure. Enfin, voilà, c'est à voir, même si c'est sans doute, en tout cas la basilique, le lieu où tout le monde converge. Voilà, pour le reste, je ne vous fais pas la liste de toutes les églises, il y en a au moins 7 ou 8 majeures, dans un bled qui compte, je crois, 30 000 habitants, hein, à tout casser. Pour autant, Assise, ça peut se visiter en une journée sans trop de soucis. Par contre, il faut savoir que les Italiens aiment bien conserver des cadavres incorruptibles à la vue de tous, donc je préviens pour les plus sensibles ou ceux qui voyageraient avec de jeunes enfants, c'est une vue qui peut être parfois perturbante pour les plus jeunes ou pour les gens sensibles à l'image de la mort affichée, hein, tout simplement. Alors, je me permets de boire un tout petit coup. Ensuite, eh bien, on a Spolète. Après la ville universitaire, Pérouse, la ville du Saint, Assise, et bien voilà la ville ducale. D'ailleurs aussi une ville à taille humaine comme Assise, puisqu'on a à peu près environ 40 000 habitants.
Le plus étonnant en arrivant, et ça pareillement j'en avais parlé dans la tier list, excusez-moi pour les redites, pour ceux qui écouteront les deux, mais ce n'est pas tellement la vue qui est étonnant, c'est surtout cet immense tapis roulant assez unique qui permet de monter jusqu'aux hauteurs de la ville, ce qui est assez bien pensé. C'est vraiment original. Alors c'est original, par contre l'histoire de la cité n'a pas d'originalité spéciale dans ses fondations. C'est une cité des Ombriens. Elle devient, comme les autres municipes romains, avant de retomber dans l'anonymat, en tant que ville romaine en tout cas, et elle devient une fortification importante dans l'Italie troublée du 6e, du fait de sa position qui est largement en surplomb, et qui devient, avec l'arrivée des Lombards, un duché semi-indépendant qui règne sur une partie de l'Italie centrale. Je vous l'ai mis ici en carte, donc vous pouvez voir le duché de Spolète en rose, hein, qui sera avalé en large partie par les États pontificaux. Et eh bien, le reste, eh bien, c'est l'Italie qu'on aime, les bonnes guerres inexpiables entre guelfes et gibelins, jusqu'à ce que le pape dise stop au XIVe et mette fin donc au conflit en intégrant la cité. Alors comptez à peu près une journée pour visiter les points les plus sympathiques de la ville. On a en général de très beaux points de vue sur la campagne environnante, la ville étant en surplomb. Et tout en haut de la ville, eh bien, vous avez deux choses. Je vais vous mettre l'image, qui pour le coup n'est pas de moi. Vous avez donc le symbole de la domination papale, la Rocca Albornoziana, du nom du cardinal qui va établir le pouvoir du pape à l'époque, qui doit être Innocent VI, je crois, qui est à l'époque pape en Avignon. Et cette forteresse, c'est un musée aujourd'hui qui est visitable, qui est très sympathique, avec de très belles fresques du Moyen-Âge. Et vous avez juste à côté ce que vous voyez, donc le Ponte delle Torri, très impressionnant, qui est un pont du XIIIe, construit sur les restes de lac du Cromin, à la fois pour acheminer l'eau et pour acheminer les gens. Il culmine à peu près en son point le plus haut à 80 mètres. C'est vraiment très joli et vous pouvez le parcourir, chose que je n'ai pas pu faire parce qu'il était en réfection, donc je n'ai pas pu m'aventurer au milieu de ce pont, mais c'est une vue assez originale là aussi. Et enfin, bien entendu, redite, hein, vous avez le Duomo qui est quand même voilà, un chef-d'œuvre roman du 11e, 12e, hein, bien entendu plus ramassé que dans le gothique. Hein, vous avez ce porche aussi qui a été rajouté plus tard, tout ça je l'ai dit, dans les Duomo. Vous avez aussi de grosses modifications à l'intérieur, mais ça reste un témoignage très important du roman lombard-ombrien, on va dire, qui a pas mal de caractéristiques propres, mais je vous laisserai le découvrir pour ceux qui n'ont pas regardé la tier list des Duomo. Donc voilà pour Spolète. Alors ça n'est pas la plus belle ville d'Italie, mais ça vaut réellement le coup d'œil. Ça sent une autre histoire aussi, un petit peu comme Ravenne, quelque chose d'un peu atypique. Plus lombard, plus moyenâgeux, c'est très difficile à décrire, mais vous avez cette histoire, vous le ressentez, il y a quelque chose d'assez particulier. Et en plus, c'est très facilement atteignable puisque c'est sur l'axe routier principal nord-sud, donc le plus praticable, entre les montagnes. Donc après l'université, après le saint et après le duc, eh bien on passe carrément au pape avec Orvieto. Même géographiquement, on ressent que l'on se rapproche des terres papales, puisque Orvieto c'est tout à l'ouest de l'Ombrie, c'est déjà quasiment le Latium. On y accède par de toutes petites routes, ça sent les Apennins, enfin c'est vraiment très atypique. Et là aussi une ville à taille humaine, d'environ 20 000 habitants, qui est bâtie sur une plateforme énorme de tuf volcanique, qui était une des villes aussi de la Dodécapole étrusque, peut-être même d'ailleurs le lieu du sanctuaire central des Étrusques, celle qu'on appelle la vieille ville, Obs Vetus, Orvieto donc. Bon, après un Moyen-Âge très flamboyant, très sympathique, pareil, autorité papale, et la ville est vraiment très agréable, c'est une journée de visite vraiment très très agréable, mais on ne va pas tourner autour du pot. Si on y va, c'est bien entendu pour le Duomo qui est tout en haut de la tier list, je vous le rappelle. On est sur une des bâtisses, alors la construction elle est entamée en 1290, mais on est sur une des bâtisses les plus grandioses à mon sens du Moyen-Âge italien. D'ailleurs je crois que c'est en rédigeant ces lignes que je me suis dit que je devrais faire une tier list des Duomo avant la fin de l'année. C'est en passant sur Orvieto, je me suis dit quand même que ça serait bien de les classer. On a cette façade que vous voyez avec ce triptyque,
avec les bas-reliefs, les mosaïques, toute la, comment dirais-je, le contraste entre le relief de la pierre et le côté lisse de la mosaïque. Bon, de loin c'est majestueux, de près ça fourmille vraiment de détails, notamment les bas-reliefs. Après, bon, mis à part 3 ou 4 spécialistes, voilà, si on en décrypte le 10e, on est déjà content, mais ça n'empêche que c'est superbe, il y a au moins le plaisir des yeux. L'intérieur est tout aussi élégant, peut-être moins fastueux, mais jusqu'à ce qu'on arrive aux chapelles, notamment la chapelle Saint-Brice, qui est cette merveille de la peinture italienne de Fra Angelico. Encore une fois, j'en ai parlé dans les Duomo. On a peut-être un niveau, d'ailleurs j'ai mis les peintures voilà, que vous voyez, on a un niveau d'émerveillement similaire à d'autres endroits en Italie, c'est une certitude. Chacun selon ses goûts, hein. Vous pouvez très bien ne pas aimer, mais pour ceux qui apprécient, vous retrouvez ça ailleurs, mais sans aucun doute, et ça je le certifie, avec une fréquentation bien plus importante, et donc un plaisir pris qui est beaucoup plus dilué. Et enfin, de toutes ces 5 villes, finissons avec la moins connue, Gubbio, au nord de la région. Donc Gubbio a une particularité, c'est une ville ombrienne dans laquelle on a découvert donc, ce qu'on appelle les tables eugubines, qui constituent le plus grand texte bien que l'on a en langue ombrienne. D'ailleurs, vous voyez le reflet de votre humble serviteur en train de prendre une photo. Ma foi, bon écoutez, c'est comme ça, au moins vous savez que c'est une photo personnelle. Alors de toutes, c'est peut-être Gubbio la plus profondément médiévale encore, assise et médiévale, mais c'est presque un musée à ciel ouvert plus qu'une ville qui vit, ou en tout cas une ville de spiritualité. Gubbio, c'était une ville très importante au Moyen-Âge, elle a été capable notamment d'envoyer 1 millier de chevaliers lors de la première croisade, et elle devint une ville papale bien plus tard que les autres par ailleurs, puisque là où elle est située, en 1631. Encore une ville de montée, encore une ville en surplomb, et si j'avais à retenir un lieu, eh bien c'est ce que vous voyez là, le Palais des Consuls, qui est un bâtiment du cœur du XIVe, qui est sur une immense terrasse avec une vue absolument magnifique sur tous les environs. Là aussi, c'est vraiment très très spécial. Donc voilà pour les villes. Très rapidement, bien entendu, donc passons tout aussi rapidement sur le patrimoine, j'allais dire au sens large, un petit peu des villages. Vous trouvez en Ombrie un important nombre de villages d'exception. Je l'ai dit, de toutes les régions, l'Ombrie, c'est celle qui en a le plus de mémoire. Hein. Je l'ai dit au début, c'est 10% des membres, et je suis quasi sûr qu'aucune région n'en a autant. Encore une fois, ça veut dire quelque chose. Que ce soit Spello, Spello, la ville des fleurs, même si la photo ne lui rend pas forcément hommage, hein, j'ai fait avec ce que j'avais dans mes dossiers. Vous avez Trevi, qui est à flanc de colline, Montefalco et son vin, Castiglione del Lago, qui est les pieds dans l'eau, sur le lac Trasimène, qui est tout aussi magnifique, mais voilà, tout aussi magnifique que ce qui peut être produit par l'Italie en général. Mais ça mérite d'aller voir. Ça monte aussi beaucoup, hein, mais bon, voilà, c'est une région de collines, hein, je l'ai dit, et d'ailleurs le patrimoine est tout autant bâti, je l'ai dit, on est dans un endroit urbain, mais on est aussi dans un endroit de nature, il est aussi bien bâti que naturel, avec notamment toute la zone, on va dire, sud-est de l'Ombrie, qui est une région préservée. Vous avez ces champs de fleurs là bien connus de Castello di Norcia, vous avez les cascades des Marmores, vous avez le lac Trasimène, hein, je l'ai dit. Vous avez vraiment ce rapport entre les deux très équilibré, entre un patrimoine bâti et le monde de la nature, avec des caractéristiques vraiment bien très particulières. Que vous vouliez visiter ou vous promener, eh bien les deux sont possibles. C'est la plupart du temps le cas bien entendu en Italie, mais simplement l'Ombrie, eh bien c'est moins connu, moins parcouru, et vous y serez plus tranquille. Alors passons maintenant à la culture. C'est embêtant parce que sur la culture je ne peux pas vraiment répondre, ce serait me donner une position de connaisseur que je ne suis pas. Je dirais qu'il y a 2 facettes. La culture purement locale, que je ne peux pas prétendre connaître, hein, je ne vais pas jouer le touriste cinglé qui vous parle de son voyage comme si ça lui avait donné les clés d'accès à un endroit dans son entièreté, ça n'est pas le cas. Et puis vous avez ce que vous trouvez ailleurs, la culture italienne au sens populaire, c'est-à-dire que c'est du détail, mais vous y trouverez ces mêmes chanteurs qui n'existent plus en France, tous ces chanteurs populaires à succès de variété nationale que même les jeunes écoutent, ce qui paraît complètement décalé avec ce qu'on a nous.
Vous avez ces mêmes fêtes locales très suivies, ces mêmes grandes tables de village avec les vieux, les jeunes, les mêmes Italiens qui fuient la ville pour se retrouver dans le même bled de montagne le week-end, où en fait vous êtes le seul touriste parce que personne n'y va à part vous et les locaux, et la population a décuplé, mais c'est rempli d'Italiens. Voilà, l'Ombrie, c'est l'Italie. Est-ce qu'elle a pour elle seule comme région? Moi je ne le connais pas assez. Vous avez encore ces fêtes populaires et religieuses séculaires très suivies. Le drapeau de l'Ombrie d'ailleurs fait référence à la fête des bougies à Gubbio. Et dans toute l'Italie, vous avez encore une vraie histoire communale, des quartiers encore très identitaires, en tout cas pour la Romagne, la Toscane et l'Ombrie, ça je l'ai assez vu pour comment dirais-je, pouvoir l'assurer. Je pense que, sans rentrer dans une espèce d'expertise dont j'ai pas la capacité, c'est ce qui marque le plus cette exhibition culturelle locale, là où la nôtre, peu importe ce que l'on pense et ce qu'il en reste, c'est pas forcément le sujet, mais elle est largement plus nationale, mis à part dans certains coins, bretons, basques ou alsaciens, ou peu importe, mais au sens large, notre culture est un petit peu plus nationale et moins locale. À noter aussi, pour les rares que ça intéressera, c'est le point de détail de l'histoire. L'Ombrie, c'est une des seules régions qui n'a pas de club dans l'un des deux échelons principaux du football italien. Voilà, les deux clubs principaux, hein, Pérouge et Ternana, sont en 3e division italienne. Voilà, c'est le point culture inutile, mais ça m'a fait sourire quand j'y suis passé et que j'ai remarqué l'absence de stades qui parfois sont mais en plein centre-ville. C'est le cas par exemple de Fleuros ou de Bologne. Alors la gastronomie, c'est sous-estimé, mais c'est très important parce que c'est ce dont vous avez très vite un aperçu, tout simplement parce que c'est un besoin primaire. Je trouve, c'est peut-être une erreur, mais je trouve qu'avec le ventre, encore plus qu'avec les yeux, on appréhende rapidement les lieux parce que ça fait appel à quasiment tous les sens. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, voilà, c'est quelque chose qui touche un petit peu à tout. Alors en Ombrie, et puis ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on voyage, hein, pour certains sans doute. On est sur une cuisine du terroir en Ombrie, hein. Je dirais que c'est une terre de terroir et de pinard. Vous prenez du blanc d'Orvieto, du rouge de Montefalco, vous arrosez tout ça d'Umbria, qui est l'huile d'olive du coin, et vous saupoudrez de truffes. Alors, vous avez un grand nombre de produits locaux, et plus précisément, après les produits, la bouffe, encore une fois, c'est du terroir et du simple, hein, c'est de la focaccia, prenez de la pâte à pain, vous mettez ce que vous voulez dessus, ça fait une pizza épaisse, hein. Sinon, voilà, on bouffe sa nature avec de la charcuterie, du gibier aussi, il y a beaucoup de gibier, ce qui est assez rare en Italie, en tout cas pas forcément toujours courant. Moi j'ai des souvenirs de raviolis à la pintade, j'aurais pu en manger jusqu'à en mourir. La charcuterie de Norcia aussi, et puis eh bien, terre, on va dire terre presque de paysannerie oblige, vous avez des trucs un peu spéciaux. Sachez qu'on y bouffe de la grenouille et de l'escargot, comme chez nous, il y a des festivals de l'escargot, c'est ce que je vous ai mis là. Ne me demandez pas s'il y a une filiation française, je n'en ai absolument aucune idée, je n'ai pas fait mon travail de fact-checker. Et dans la bouffe, il n'y a que les desserts finalement qui, j'allais dire, sont décevants, mais en fait c'est rustique. Voilà, vous n'avez pas dans l'Italie alors le tiramisu, les pizzas, les pâtes, tout ça, ça reste basique, mais là on est vraiment dans le gibier, la tarte, la tourte, en entrée, en plat, en dessert, quoi. Même les légumes, j'ai mangé des trucs que je n'avais jamais vus de ma vie. Alors, j'ai eu l'impression qu'on nous filait plus le résultat de la tonte du jardin du restaurant, c'était pas bon, mais voilà, c'était original, ils mangeaient de la pelouse. En tout cas, moi j'ai jamais su ce que c'était, mais voilà, c'est toujours très différent de ce que j'ai pu manger ailleurs, et ça reste toujours moins cher que la France en général, et puis bon, on n'est jamais déçu, merde. C'est quand même je suis désolé, mais j'adore mon pays et j'ai très souvent bien mangé. Je trouve que on a un regard très négatif aujourd'hui, notamment sur la restauration. Je pense que ça dépend des endroits. Là où je suis, on mange très bien, et dans les départements limitrophes aussi. Mais en Italie, c'est vrai que c'est voilà, moi j'ai un faible pour le pays, c'est comme ça. Alors pour les infrastructures, niveau infrastructure, c'est un petit peu l'Italie sans surprise. Le réseau routier est clairement moins développé qu'en France. Et là encore, ça dépend d'à quel point vous poussez les visites. En fait, l'Italie, voilà, c'est une botte avec un réseau nord-sud, donc on ne réinvente pas la roue, vous n'avez pas trop le choix pour circuler. Finalement, vous pouvez vous retrouver sur de petites routes, de la même façon que si vous visitez l'ensemble de la Dordogne. Moi, j'ai des souvenirs de routes quasiment impraticables, même pour une seule bagnole. Et en plus, vous avez, comme vous le voyez, ce terrain montagneux,
donc forcément propice à des petites routes sinueuses dans certains coins. Donc voilà, oubliez votre camping-car, il passera pas. Donc vous n'êtes pas non plus dans un pays de pauvres, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais à savoir aussi, pour ceux qui n'auraient jamais voyagé en Italie, que très souvent vous avez moins la culture du centre commercial. Vous avez un petit peu moins que chez nous, dans la moindre ville de province, le grand magasin qui vend de tout. Là-bas, un supermarché, c'est très souvent 95% de bouffe et de produits du quotidien. Donc voilà, quand vous avez un problème technique avec quoi que ce soit, si vous voulez acheter un chargeur de téléphone, vous allez dans le magasin spécialisé qui existe encore là où nos centres-villes ont été largement désertés des magasins spécialisés. Après, je sais pas trop quoi vous dire dans le fond. De ce point de vue, vous verrez, comme je l'ai dit, l'Italie périurbaine un peu moche, avec des nids de poules et des trucs à peine construits et abandonnés. Voilà, et puis des endroits magnifiques aussi, c'est cette ambivalence entre les deux. Ah si, j'ai remarqué récemment, d'ailleurs ça a fait même l'objet d'articles dans la presse française, donc ça mérite que j'en parle, le pays est devenu bien le centre mondial des radars automatiques. Il y en a 4000 en France, il y en a 11 000 dans l'Italie, hein, c'est le numéro 1 en Europe pour faire du pognon. Parce que c'est concédé, la plupart du temps c'est concédé aux municipalités, et je confirme qu'ils sont absolument cinglés, ils les foutent dans toutes les zones possibles pour se faire un peu de pognon. Voilà, ça leur sert à gagner de l'argent, hein, dans les communes. Donc moi j'ai traversé des bleds, je vais être gentil en disant de 2 ou 3 000 habitants, où on trouvait 5 ou 6 radars tous les 200 mètres. Voilà, je serais italien, je pense que j'aurais plus le permis actuellement. Mais c'est un point de détail, mais c'est de l'anecdote qui parfois fait sourire et qu'on ne connaît pas. Et on a souvent tendance à se plaindre de la situation dans notre propre état. C'est toujours sympa de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs en termes de folie administrative et répressive. Alors, l'hébergement, j'allais dire au-delà de l'hébergement, qui n'est peut-être pas le bon titre, parlons de la fréquentation. C'est aussi ce pourquoi j'ai fait ce petit travail de balade. Pour vous donner une idée de la fréquentation, alors j'ai trouvé les chiffres en 2019, donc ça fait quelques années, mais on va partir du principe que le Covid étant passé, on est revenu sur des chiffres à peu près égaux. La Vénétie, donc la région de Venise bien entendu, c'était 71 millions de nuits. La Toscane, donc nuits réservées dans des logements, voilà, vous avez compris l'idée. La Toscane, c'est 48 millions. L'Ombrie, c'est 5 millions. Il n'y a en Italie que 3 régions moins fréquentées, et ce sont des régions qui sont moins fréquentées parce qu'il n'y a absolument aucune raison d'y aller. Je pense notamment au Molise, il doit y avoir aussi sans doute le Frioul et le Trentin, à mon avis, qui doivent être moins fréquentés. Je pense que ça doit être les 3 régions qui sont moins fréquentées que l'Ombrie. Je n'ai pas du tout noté, mais je pense que connaissant un peu le pays, ça doit être ça. Et ces 3 régions où il y a très peu de raisons d'aller là-bas. Et je l'affirme, ne commencez pas à vous dire qu'il y a une raison pour que ça ne soit pas fréquenté. Je vous garantis sur facture que non. En termes de rapport fréquentation-beauté, il n'y a, je le souligne, aucune région en Italie qui lui soit supérieure. Et vraiment, c'est le but de cette présentation, je l'avoue. C'est sur quoi je suis parti et pourquoi elle est finalement assez courte et moins axée sur l'aspect historico-social que ça pouvait, ce que j'ai pu faire par exemple sur la Creuse où je suis allé un petit peu plus dans le détail. Ici, l'idée c'était de vous dire où aller l'été prochain. Voilà, c'est pas un diaporama de vacances. C'est surtout pour dire que si une région est à visiter dans les 5 prochaines années en Italie, si vous aimez le pays, allez-y. J'avais absolument regardé aucun chiffre avant d'en parler et avant d'y aller, et c'est en faisant ce boulot que j'ai réalisé pourquoi il n'y avait personne là-bas quand j'y étais. Enfin, personne, j'exagère, mais ils ont une fréquentation très raisonnable et qui ne gâche pas l'expérience touristique. Bon, l'hébergement ensuite qui était le titre, il n'y a pas grand chose à dire en tant que tel. Moi je déconseille toujours les centres-villes en Italie en général, ce sont des erreurs, ils sont impraticables en bagnole. Donc soit si vous êtes à pied, vous prenez l'avion pour une grosse ville centrale et ensuite vous pouvez balader en train, le réseau est généralement assez ok. Soit vous prenez la voiture, vous vous mettez au milieu de tout et vous vous garez à chaque fois à l'entrée des centres historiques, c'est le plus simple, c'est assez bien pensé de ce point de vue-là, vous trouverez toujours un parking pour vous accueillir. Il y a quand même en Italie cette vraie particularité du centro storico qui n'est vraiment pas galvaudé. Haussmann n'est pas passé par là, la bagnole est clairement pas la bienvenue, si vous n'êtes pas un résident en tout cas, et la plupart du temps, tu te dis
que si les Italiens sont très ancrés dans la culture communale, s'ils ne quittent pas leur bled, c'est juste parce qu'en fait, je ne vois même pas comment ils peuvent déménager techniquement, quoi. Voilà, et après Lombrie c'est un petit peu différent parce que vous n'avez pas vraiment de raison de vous coller dans une ville, même Pérouse, hein, ça n'a pas trop d'intérêt, donc vous éviterez de toute façon les emmerdes, et vous avez, vous avez mes photos de vacances, l'impression d'être Jean-Claude Duss, mais la grande mode en Italie, c'est l'agritourisme depuis, on va dire, une trentaine d'années. Donc dans le fond, la plupart du temps, l'idée c'est que tu es dans un petit gîte tranquille avec 3 ou 4 familles, pas plus, avec ta petite piscine, les pégus qui en profitent pour se faire un peu de beurre sur le dos des clampins comme moi qui viennent visiter. Voilà, c'est le deal gagnant-gagnant pour les deux parties, et puis ça se fait bien dans les coins ruraux et dans les zones, on va dire, proches des villes et villages touristiques. Donc, et les prix sont toujours, je trouve, raisonnables. Vous avez sans doute la même chose que si vous preniez un hôtel à Clermont-Ferrand en centre-ville. Alors finalement, la vie. Alors quelle est la vie sur tout ça? Je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Mais je vous mets une petite image de Gubbio parce que la ville est très sympathique. Donc, eh bien, c'était un petit amuse-bouche qui ne visait pas, on va dire, il ne visait pas à la satisfaction de toutes les curiosités déambulatoires que vous pouvez avoir. L'idée, malgré les photos, ce n'était pas non plus d'étaler d'écœurants instantanés de la vie d'un autre, la mienne hein, en l'occurrence, donc voilà, chacun la sienne. Bien entendu, je pense que l'Italie c'est le plus beau pays du monde, et que dans 20 ans elle aura peut-être rejoint la France dans la dégradation de sa beauté, même si je l'espère bien entendu ni pour l'un ni pour l'autre, et qu'on a encore de la marge hein, de pays magnifiques. Mais l'Ombrie, voilà, elle est pour le moment siphonnée de son tourisme par l'opulente Toscane et par le centralisateur Latium à côté. Et donc j'aurais tendance à dire que bien l'Ombrie, c'est cette Italie usuelle, des bourgs médiévaux, des architectures préservées, de la bonhomie, des paysages, de la bonne bouffe, voilà, de ce que vous voulez, auquel vous additionnez un territoire, plutôt un terroir un petit peu supérieur, un peu plus de nature, et puis ce petit côté secret que vous avez un petit peu trop rarement en Italie, surtout si les obligations de la servitude de bureau et de l'école non buissonnière pour ceux qui ont des enfants vous forcent à partir en saison touristique. Avec, eh bien, du coup, en contrepartie, c'est vrai, moins ce raffinement, plutôt le rayonnement de quelques grandes villes qui sont incomparables. Vous n'avez pas de Rome, vous n'avez pas de Florence, vous n'avez pas de Bologne, vous n'avez pas de Naples. Alors vous trouverez sur internet pléthore de gens pour dire qu'elle est plus authentique, que ce sont des trésors à découvrir ou que sais-je. Moi je suis pas payé par l'office de tourisme, malheureusement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que du fait notamment de n'être pas directement desservi en train ou en avion, l'Ombrie, c'est l'Italie moins les gens. Ça tient sans doute aussi au fait que l'Ombrie, eh bien, c'est la seule région italienne à n'avoir ni littoral ni frontière avec l'étranger. C'est la seule de toutes. On le sait, je me permets de paraphraser quelqu'un, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais un homme très intelligent qui nous disait que le tourisme c'est amener des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. C'est assez vrai, donc profitez-en, c'est vraiment le but de cette présentation pour les touristes en vous qui s'ignorent. Allez-y. Alors maintenant, avec le recul, j'avais préparé ce travail il y a déjà longtemps, et si je devais le faire maintenant, avec les habitudes que j'ai prises, la volonté que j'ai, on va dire, de présenter les choses sous certains aspects, peut-être que j'aurais donné à ce travail plus de consistance historique, architecturale, plus de matière à apprendre, mais je respecte l'objectif que je m'étais donné à l'époque, qui était vraiment saisir l'opportunité d'une région qui échappe encore au surtourisme, partager une bonne idée. Donc voilà, de ce point de vue-là, je n'ai pas de regrets non plus. Vous excuserez ceux qui auraient préféré quelque chose de plus profond. Je pense qu'un jour, nous ferons la tier list des régions en Italie, et à ce moment-là, peut-être que je prendrai plus de temps pour parler de chaque région plus en détail et dans un aspect un petit peu plus historique et patrimonial. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour ce soir, voilà pour cette présentation enregistrée dans des conditions un petit peu particulières, dans le cadre du bonheur familial, on va dire, et de la joie de la paternité. Donc, c'est un programme qui est un petit peu bouleversé,
Normalement, mercredi, je serai en mesure d'assurer la 3e partie des Duomo. Vendredi, je pense que je passerai sur la vidéo gaming. J'ai vraiment autre chose à faire que de jouer à l'ordinateur. Profitez-en pour moi. Et puis, donc dimanche prochain, peut-être que j'enregistrerai la vidéo quand je le peux, comme aujourd'hui. Et ma foi, on s'adapte. Voilà, j'essaierai pour les tier lists et les réceptions, et puis ensuite la partie d'Europa Universalis 4 en multijoueur, de bien être présent à chaque fois. Mais je vais aménager un petit peu les créneaux de stream, parce que si vous voulez, le streaming en direct m'oblige à faire preuve d'un certain rigorisme sur les horaires, les présences, et c'est quand même un petit peu difficile à tenir voilà, dans les circonstances que je connais aujourd'hui. Pareillement sur certains détails de calendrier et autres. Voilà, je vais faire ce que je peux pour vous, pour que ce soit suivi comme il faut, pour que vous ayez les vidéos que je me suis promis de réaliser et de présenter. Mais voilà, il y aura des petites adaptations au fur et à mesure. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est passager, même si, bon, malheureusement, on en prend pour toute la vie, comme disait l'autre, dans ces cas-là, mais bon, je me connais, je sais comment ça se passe aussi, donc il y a toujours des premiers mois qui sont plus difficiles, et une fois que la situation roule et, on va dire, les mécanismes, les habitudes sont prises et tout est mis en place, on sait à peu près, voilà, je suis un grand garçon et je saurai à peu près comment me débrouiller de ce point de vue-là. Voilà, excusez-moi pour ces explications personnelles et ces excuses, même si effectivement c'est toujours délicat comment dire, de s'excuser de ces choses-là. C'est la vie, et puis quelque part, bon, je fais ce que je peux, mais je tenais à vous le dire pour voilà, je suis moi-même parfois consommateur de vidéos sur YouTube, et il arrive qu'on se pose des questions sur la production ou l'absence de production de quelqu'un dont on suit le travail. Donc voilà, je vous aurais prévenu sur les bouleversements que va connaître un petit peu ces temps à venir pour ma production de vidéaste. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, je suis désolé, je suis aussi allé un petit peu vite, mais il le fallait pour ce soir. Il est déjà tard, et puis lundi 1er septembre, c'est la rentrée, donc voilà, il va falloir assurer. Donc je vous dis, bien écoutez, bon début de semaine à tous. On se retrouve mercredi normalement sans faute, et puis sans doute pas vendredi, mais voilà, le dimanche suivant comme d'habitude. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis, eh bien, à bientôt.